OK. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de participer avec vous en mode webinaire. C'est une première de donner une conférence dans mon bureau devant l'ordinateur. Je ne me vois pas, mais il semblerait que vous me voyez dans le coin de votre écran en même temps que la présentation. Alors, aujourd'hui, on a 3 objectifs pour la présentation sur les guichets d'accès aux clientèles orphelines qu'on va appeler tout au long de la présentation les GACO. Le premier objectif, on s'intéresse à savoir c'est quoi les effets des changements des incitatifs financiers et les règles de fonctionnement sur les patients qui ont été inscrits avec un médecin de famille via les GACO au cours du temps. Juste pour vous rappeler que les GACO ont été mis en place en 2008. Alors, je vous reviendrai avec les changements qui ont eu lieu dans le temps. Le deuxième objectif, c'est de comparer la performance des différents GACO entre les différentes régions et à l'intérieur des régions. On va l'aborder au courant de la dernière année. Et finalement, on va discuter un petit peu de certaines pratiques innovantes locales qui sont en lien avec les GACO. Alors, sans plus tarder, juste vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette innovation qui a fait plusieurs fois les manchettes, puis ça a été grandement publicité dans les médias grâce à différentes initiatives, dont notamment avec Dr Bolduc lors de son retour en pratique. Alors, les GACO ont été mis en place en 2008 suite à un partenariat avec la FMOQ pour tenter d'améliorer le nombre de patients avec un médecin de famille. Vous savez qu'au Québec, c'est une problématique très importante, les patients orphelins ou les patients qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, l'idée, c'était de centraliser les demandes pour avoir un médecin de famille, un peu comme la même idée qu'on a mis en place avec les CPE, c'était au lieu de cogner à toutes les cliniques, de réfléchir à une stratégie de centraliser toutes les demandes pour ensuite de ça évaluer selon les besoins des patients, puis juger selon leur état de santé pour jumeler avec des patients sur le territoire local. Et pour faciliter ce jumelage-là, il y a eu des incitatifs financiers qui ont été négociés pour la prise en place de nouveaux patients. Puis la prémisse derrière les GACO, la mise en place de ce guichet centralisé, c'est qu'une fois qu'on a jumelé un patient orphelin avec un médecin de famille, ça va potentiellement favoriser une meilleure accessibilité et une continuité auprès de ce patient-là. Mais c'est sûr que c'est pas direct, mais on s'est dit que la prémisse et l'inscription pourraient faciliter cette accessibilité en temps opportun et cette continuité. On pourra y revenir si ça l'atteint. Alors, aujourd'hui, c'est assez simple, la méthodologie qu'on a utilisée. Tous les GACO au Québec sont branchés sur un système d'information qu'on appelle SIGACO, Système d'information des guichets d'accès aux clientèles orphelines. Et le ministère de la Santé a accès de manière agrégée provinciale. Et je remercie Mme Véronique Bernal-Alberté qui est à la DOSPI, qui régulièrement partage avec moi les données de monitorage des GACO qui me permet de faire ces analyses-là. Alors, pour le premier objectif, c'est vraiment de faire une analyse des effets depuis leur implantation. Je n'ai pas mis la première année de 2008 à 2009 parce que c'est vraiment le temps que les GACO se mettent en place. À toute fin pratique, il n'y a presque pas de volume de patients. Puis il y avait aussi le temps que les C3S adoptent le système d'information. Alors, on a décidé de vous présenter seulement les 6 dernières années, mais vous allez voir qu'on a beaucoup de patients dans ce monitorage-là. Et le deuxième objectif, on a pris des données de performance de la dernière année des GACO avec un zoom de toutes les provinces, toutes les régions. Alors, ça va vous permettre de voir s'il y a une variation entre les régions ou intra-régionales. Et je remercie Jamal Birbish, qui est un statisticien qui a fait toutes les analyses statistiques pour s'assurer est-ce que c'est significatif les différences qu'on observe. Et si vous êtes intéressé pour l'objectif 1, on a publié un article scientifique qui montrait les impacts des changements des incitatifs financiers jusqu'en 2012, jusqu'en 2013. Alors aujourd'hui, on vous présente des données inédites qui n'étaient pas dans l'article, mais l'article donne des détails plus méthodologiques si vous intéressez. Et on a aussi on a fait des capsules vidéo que je vous raconterai, puis des entrevues semi-dirigées pour comprendre le volet qualitatif. Alors, sans plus tarder, juste pour comprendre, dans le fond, on s'intéresse, c'est quoi les changements qu'il y a eu au cours du temps dans les GACO? Bon, ben, en 2008, on a mis en place les GACO avec des incitatifs financiers qui étaient réservés exclusivement pour les patients qui étaient dits vulnérables. Vulnérables selon les termes de vulnérabilité tels que définis par la RAMQ. Alors, ils ont une liste qui est essentiellement basée sur des critères médicaux, par exemple, problématiques de santé mentale, problématiques diabétiques.
on code vulnérable, puis si on a un de ces différents diagnostics, on est vulnérable. Ça ne prend pas en considération le cumul des diagnostics, ni bien la vulnérabilité ou la lourdeur, mais bien est-ce qu'il y a la présence ou l'absence de un. Et à l'implantation de cet incitatif, l'incitatif était coupé en deux. Il y avait un premier bonus de 50 $ au moment de la première visite et il y avait aussi un incitatif de 50 $ pour l'année subséquente. C'était vraiment pour s'assurer de la continuité relationnelle. Suite à des négociations, en novembre 2011, on a ajouté des incitatifs financiers pour prendre des patients orphelins du non vulnérable. On a augmenté l'incitatif. On a aussi fait la même chose pour les patients dits vulnérables. On a doublé l'incitatif et on a enlevé la portion en 2 temps, mais bien de donner un montant ponctuel. En juin 2013, c'est important qu'on a resserré grandement les règles de fonctionnement puis les incitatifs. En fait, on a interdit l'autoréférence qui faisait en sorte que les patients pouvaient se référer à eux-mêmes, un patient qui était dit orphelin et avoir l'incitatif financier des GACO. On a ajouté un incitatif financier pour les patients dits super vulnérables. C'est la nomenclature qui est utilisée par le ministère. C'est vraiment parce qu'on se rendait compte que les patients, par exemple, avec un problème de toxicomanie et un problème de santé mentale, comme on dirait, ils restaient pris dans le GACO. On avait de la difficulté à les jumeler. Alors, on a négocié pour avoir un incitatif majoré. Et on a aussi limité les médecins à prendre au maximum 150 nouveaux patients par année via les GACO, ce qui ferait en sorte que le cas très médiatisé de Dr Bolduc ne serait pas possible aujourd'hui parce qu'on ne peut pas prendre 1500 nouveaux patients d'un coup, mais bien 150 annuellement. Et comme vous savez tous, on a un beau projet de loi qui plane. Il y a une proposition de loi 20 qui propose actuellement dans le projet, c'est d'abolir tous les incitatifs financiers liés à la prise en charge de patients via le GACO et on propose aussi des quotas de patients pondérés. Alors, commençons par une question. Alors, je vous invite à regarder votre écran puis de répondre à notre sondage. La question est, selon vous, combien de patients ont été inscrits à un médecin de famille via les GACO depuis leur implantation? Je vais vous laisser 30 secondes pour ceux qui sont devant une souris pour cliquer la réponse. Puis, quand vous cliquez, je pense que ça l'envoie automatiquement à notre système de contrôle qui est géré par Mélanie-Anne Sweetman. OK? 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On coupe. Alors, les réponses. Oups. Je pense que les réponses apparaissent à votre écran. Je tourne un peu l'écran, mais en fait, la plupart d'entre vous, vous avez dit 500 000 patients. Puis la réponse, en fait, c'est près de 700 000 patients qui ont été référés via les GACO depuis leur implantation. Et je tiens à préciser que dans ces données-là, on n'a pas l'Estrie. Alors, toute la région de Sherbrooke n'est pas comptabilisée dans ces données-là, étant donné que jusqu'à tout récemment, ils n'utilisaient pas le système SIGACO dans lequel j'utilise ces données-là. Alors, regardons qu'est-ce qui s'est passé depuis l'implantation. Là, je commence en 2009. Notez que dans le fond, chaque période, chaque numéro qui est inscrit en bas, ça correspond à une année financière. Probablement, plusieurs d'entre vous savez qu'une année financière dans les C3S, les 6, en tout cas les établissements de santé, il y a 13 périodes financières par année. Alors, ici, on a l'équivalent de 6 ans. Alors, vraiment, ce qui ressort là, à vol d'oiseau sans faire une analyse exhaustive, c'est que clairement, il s'est passé quelque chose autour de la période 33. On peut dire, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il y a vraiment eu quelque chose qui a eu un impact majeur sur la prise en charge des patients non vulnérables. Bon, ben, ça ne prend pas un doctorat pour savoir que, dans le fond, c'est clairement, on a augmenté les incitatifs financiers pour les patients non vulnérables. Avant, il n'y en avait pas. Alors, c'est tout à fait naturel que ça a eu un impact. Mais ça a vraiment eu un impact très faramineux. Il y a quand même eu une augmentation des patients également vulnérables avec l'augmentation des incitatifs financiers. Mais clairement, on voit une explosion du nombre de patients qui sont passés dans ces guichets-là pendant la période. Je qualifierais là, dans le temps qu'il n'y avait pas trop de restrictions, puis c'est là qu'on a vu peut-être des abus. Puis on voit que, quand je vous ai dit, en juin 2013, on avait limité le nombre de patients à 150 dans les GACO. Clairement, il y a eu une diminution faramineuse du volume de patients quand on a décidé de resserrer les règles de fonctionnement. Puis probablement que c'est expliqué, entre autres, par le Trésor, qui a probablement eu
a eu une explosion de coûts parce qu'on peut faire des calculs mathématiques assez simples. Si on regarde le nombre de patients orphelins vulnérables fois 200, puis le non vulnérable fois 100, ça l'explique grandement des millions de dollars qui ont été pour l'inscription de nouveaux patients orphelins. Et ce qu'on voit par contre, c'est qu'après, quand on a resserré, c'est à peu près égal autant le nombre de patients non vulnérables que vulnérables dans la période suivante. Puis ensuite de ça, on voit la période le projet de loi 10 qui plane, mais comme ça l'explique seulement 3 périodes financières, il va falloir vraiment faire un monitorage au courant de la prochaine année et suite à potentiellement l'adoption ou la non-adoption du projet de loi 20, voir l'impact de ce projet de loi sur les garçons. Le prochain graphique, en fait, ça l'explique, on s'intéresse à savoir, une fois que les patients sont inscrits via un médecin de famille dans le GACO, la provenance de l'inscription, est-ce que c'est le patient lui-même qui s'inscrit au GACO? Est-ce que c'est une autoréférence d'un médecin de famille? Peut-être définir c'est quoi l'autoréférence. C'est que potentiellement un médecin, quand il voyait un patient orphelin, que ce soit en sans rendez-vous ou potentiellement un de ses patients qui n'était pas encore inscrit formellement, il y avait la possibilité d'inscrire au GACO, dit bon, ce patient-là, Madame Breton, elle est orpheline, puis je suis médecin et je vais la prendre spécifiquement et avait le droit à l'incitatif financier en prenant ce patient-là qui était orphelin, il avait le droit de passer via le GACO. Alors, comme je vous ai dit, on a resserré les règles de fonctionnement, puis on a aboli l'autoréférence, ce qui explique clairement qu'il n'y a plus d'autoréférence après les règles de fonctionnement. Mais ce qui est extraordinaire quand on regarde ce graphique-là, c'est que pendant la période où on avait augmenté des incitatifs financiers, on voit que la majorité du volume de patients qui ont été inscrits dans un médecin de famille pendant cette période-là s'explique par de l'autoréférence des médecins. Alors, c'est assez intéressant comme phénomène. Puis on voit par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'inscription du patient lui-même continue d'augmenter, puis c'est sur une poursuite. Alors les références d'un patient lui-même au GACO augmentent, probablement par une meilleure connaissance de la population, une plus grande publicité. Et aussi, il y a parfois des références qui viennent d'un professionnel suite à des visites de C3S. Et aussi, vous pouvez aller, par exemple, dans une clinique médicale en sans rendez-vous et le professionnel de la clinique peut faire une référence comme quoi vous êtes orphelin. Mais c'est somme toute stable dans ses provenances. Et finalement, en fait, quand les patients sont inscrits dans les GACO, il y a une évaluation de l'infirmière pour identifier le niveau de priorisation. Parce que la logique au départ du GACO, c'était vraiment de centraliser les demandes puis de référer les patients les plus vulnérables et les plus malades selon une évaluation de l'urgence de santé qui est faite par l'infirmière. Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que P1, ça veut dire souvent, c'est qu'idéalement, le patient devrait préférer un médecin de famille en dedans de 30 jours. P2, c'est en dedans de 3 mois, 6 mois, puis P4, 6 mois. Et P5, il n'y a pas de limite de temps qui est recommandée. Alors, ce qu'on voit, c'est que les patients qui sont évalués prioritaires, très prioritaires, P1, c'est stable à travers le temps. Il n'y a pas une augmentation du volume, mais c'est stable indépendamment des politiques. Ce qu'on voit par contre, c'est pendant la période qui était liée à l'autoréférence, c'est essentiellement des patients qui étaient non vulnérables et non prioritaires qui ont été jumelés avec un médecin de famille pendant cette période-là. Sinon, ben, on voit que le reste est somme toute stable, mais il y a une augmentation somme toute comparable des autres priorités depuis le resserrement des priorités. Alors, on irait encore avec un sondage. Alors, on vous invite à répondre à, selon vous, combien de patients sont présentement en attente d'un médecin de famille dans les GACO au Québec? Alors, 100 000 patients, 200 000 patients, 300 000 patients ou plus de 400 000 patients qui seraient en attente.
OK. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je recommence, excusez pour le problème technique. Alors, je disais qu'on a pris une photo le 1er avril pour regarder c'est quoi l'état de situation des patients qui sont en attente et inscrits dans l'un des GACO au Québec. Alors, cette année, le 1er avril 2015, il y avait 423 000 patients qui étaient inscrits et de ce nombre, il y avait 25 des patients qui étaient vulnérables. Puis là, on regarde la distribution selon les priorités identifiées par l'infirmière et on voit qu'il y a quand même une bonne proportion. Il y a 45 000 patients qui sont toujours en attente d'une évaluation infirmière. Ça dépend. Il y a une grande variation dans les GACO, les GACO, dans les C3S de l'époque. Je n'ai pas encore donné des 6, mais par rapport aux ressources investies, est-ce qu'on est capable d'évaluer pour identifier. On ne peut pas savoir s'ils sont vulnérables ou pas dans ces patients-là qui sont en attente de priorisation parce que c'est l'infirmière qui définit s'il y a un critère de vulnérabilité. Et on voit qu'il y a beaucoup de patients qui sont jugés non prioritaires. Et la plupart du temps, quand c'est P5, s'ils n'ont aucun critère de vulnérabilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on regarde le 1er avril, on a pris une photo le 1er avril 2014, on voit qu'il y avait 325 000 patients environ inscrits dans les GACO. Alors, c'est clairement une augmentation de près de 100 000 patients en une année qui attendent dans les guichets actuellement. Alors, on pourra voir probablement qu'avec le projet de loi 20, la prémisse étant que ce n'est plus les patients qui vont chercher des médecins, mais bien les médecins qui vont chercher des patients. Alors, ce sera un bel endroit pour commencer. Alors, si on regarde maintenant, en fait, les GACO, l'idée, c'est d'augmenter les gens avec un médecin de famille, puis souvent, le mécanisme qui est utilisé actuellement, c'est l'inscription des patients. Alors, le 31 mars, dans le fond, c'est le 1er avril, indépendamment du GACO, on peut s'inscrire auprès d'un médecin de famille, puis on n'est pas obligé de passer à travers ce mécanisme-là. Puis l'idée étant vraiment l'objectif du ministère, c'est d'augmenter l'inscription dans la population. Récemment, en fait, le taux d'inscription, il y a près de 5 500 000 patients qui sont inscrits avec un médecin de famille. Puis ces taux d'inscription-là ont globalement augmenté de 2 à l'échelle de la population, mais on voit que dans certains territoires régionaux, l'inscription de la population a diminué. Notamment, c'est important de regarder dans des régions populeuses comme l'Anaudière, Laurentides et la Montérégie ont observé une diminution de l'inscription de la population, tandis qu'on a toujours dit que Montréal était le territoire où il y avait le moins d'inscriptions au Québec. Il demeure très, très bas, mais en une année seulement, il y a eu 15 d'augmentation d'inscription. Puis ça, c'est indépendamment des GACO. Mais, attendez, je suis plus capable de... OK. Mais en même temps, dans le fond, l'idée de faire cet exercice-là, nous, on s'est intéressé, l'inscription de la population, c'est un des objectifs visés par les GACO. C'est quoi la proportion qui contribue de l'inscription par les GACO? En fait, c'est assez simple comme exercice qu'on a regardé. Il y a eu combien de nouveaux inscrits via les GACO et les médecins de famille, puis cette inscription-là, il y en a eu combien globalement dans la population pour pouvoir expliquer le ratio qui peut être expliqué par les GACO. Alors, on voit qu'il y a une augmentation générale populationnelle de 2 il y a 170 000 à peu près patients qui est davantage inscrits à un médecin de famille. Puis ça, c'est sûr qu'il y a aussi des départs, à chaque année, des départs à la retraite, il y a des décès. Alors, le taux d'inscription, il y a aussi des diminutions. Puis, dans la dernière année, il y a eu 63 000 patients qui ont été référés via les GACO, proprement dit. Alors, on peut expliquer 40 de l'inscription globale est liée au GACO. Mais malheureusement, dans ce calcul-là, pour qu'il soit plus précis, on n'a pas tenu compte des patients qui ont été désinscrits à un médecin de famille, ce qui permettrait d'avoir une meilleure appréciation de l'effet du GACO sur l'inscription générale de la population. Finalement, en fait, on va passer rapidement, mais on avait un des objectifs, c'est de regarder la variation de performance des GACO. Alors, je fais un appel pour les gens qui étaient dans une agence, ceux qui étaient dans un site 3S, qui sont maintenant dans un CIS, qui seraient intéressés à avoir leur portrait de performance du guichet dans leur région. On a fait toutes les régions l'an passé sur les données de 2013 à 2014, des portraits personnalisés. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on pourra vous envoyer ces portraits-là. Essentiellement, en fait, c'était sur le gros bon sens, on regardait les nombres de patients inscrits, les nombres de références, les patients en attente, puis on regardait un peu les types de patients. Alors, ça va nous faire plaisir de partager ces informations, mais c'est un peu pour regarder les variations. Alors, un des indicateurs qu'on a regardé par rapport à la distribution dans les patients qui ont été référés à un médecin de famille via le GACO au cours de la dernière année, sur l'année 2013-2014,
c'est quoi la proportion qui était définie vulnérable. On voit clairement qu'il y a une grande variation au Québec, avec en moyenne 45%. Alors, ça montrait que c'est ça, qu'il y a des variations interrégionales. Puis, notez que tout à l'heure, quand on vous a demandé, c'est quoi, selon vous, la proportion des patients qui sont en attente et vulnérables, c'était vraiment les patients qui n'étaient pas référés. Mais ici, c'est les patients, la proportion qui est vulnérable et référée. Alors, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a un plus grand nombre de patients qui sont référés au médecin de famille qui ont un statut de vulnérabilité par rapport aux bassins qui attendent, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Ensuite, on a regardé vraiment une comparaison Montréal-Montérégie, un zoom-in, si on veut, pour s'expliquer la performance. Puis là, on a regardé les données qui sont sorties le 31 mars. Alors, c'est tout chaud. Mais là, ici, on ne les a pas pondérés par 10 000, mais on voulait s'expliquer, comment on peut expliquer, parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait une diminution de l'inscription à Montérégie, une augmentation à Montréal. Est-ce que ça s'explique par les GACO? Alors, on voit clairement que si le portrait continue, que dans le milieu, c'est les patients en attente. Fait que si il y a moins de patients il y a plus de patients qui s'inscrivent, puis moins que ça, puis ça augmente les patients en attente. Avec le temps, ça va encore toujours se grossir. Bien sûr, avant le projet de loi 20 qui veut s'attaquer, entre autres, à ça. Mais c'est intéressant de voir que c'est à peu près le même profil à Montréal, Montérégie, mais Montérégie en ont référé moins en nombre absolu que Montréal, via les GACO. Ici, on regarde les portraits par rapport à l'année suivante, les portraits qu'on a fait détailler 2013-2014. On a une diminution de l'inscription, une diminution de la référence, puis une augmentation des patients en attente. Ça montre clairement l'impact. Puis l'idée de faire ça, c'était de voir est-ce qu'on peut expliquer l'inscription populationnelle qui augmente à Montréal, mais ce n'est pas nécessairement les GACO qui expliquent cette grande augmentation, mais bien une pratique que les médecins à Montréal commencent à inscrire davantage leurs patients. Finalement, avec une étudiante, Nancy Lee, on a fait une analyse de 5 pratiques innovantes qui étaient liées au GACO. Si je regarde ma montre, on n'a pas le temps d'aller en détail dans chacune de ces pratiques innovantes. On en a répertorié 5 qui nous apparaissaient intéressantes, qui étaient en lien avec le GACO. Alors, le C3S de Pontiac, qui ont mis en place une clinique de transition. C'est une clinique, en fait, les médecins de famille travaillent 2 demi-journées par année, où ils ont des rendez-vous avec des patients orphelins pour un rendez-vous médical. Dans 90% des cas, après ce rendez-vous pour les patients en attente, il y avait un jumelage avec des patients. On pourrait appeler comme des dates avec des patients orphelins, mais l'idée, c'est qu'il y ait une première rencontre pour enlever un peu la crainte d'avoir un patient random dans une liste. Alors, les évaluations jusqu'à maintenant semblent donner des bons résultats. Et c'est dans un contexte particulier, un GMF sur un territoire, 19 des 20 médecins pratiquent dans la même clinique médicale. Alors, c'est une clinique de transition qui est en parallèle de leur clinique, mais c'est vraiment, vous comprendrez, un contexte particulier pour mettre en place cette innovation-là. Il y a le C3S des sommets où il y a des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne qui, eux, prennent des patients orphelins du GACO et les prennent en charge, comme dans les modèles ontariens où il y a une prise en charge par les infirmières praticiennes. Alors, je pense qu'ils prennent l'équivalent de 400 patients orphelins annuellement du guichet. Il y a le C3S Suédoise-Verdun, où ils ont mis des centres de prévention clinique. C'est des infirmières qui font des évaluations du counseling pour les patients évalués non prioritaires, soit les P5 et non vulnérables, pour s'assurer qu'il y a une évaluation, puisqu'on peut s'attendre à ce qu'ils attendent plusieurs années. Alors, c'est vraiment basé sur cette stratégie-là. Il y a le C3S Pierre Boucher qui a mis en place, en fait, qui ont l'intention de mettre en place une clinique populationnelle de PAPTES. Les femmes maintenant qui s'inscrivent au guichet, qui sont orphelines, on leur demande c'est quand la dernière fois qu'il y a un PAPTES, s'ils seraient intéressés à venir à une clinique de cette intervention pour rejoindre un besoin qui était identifié pour les patients orphelines en attente. Puis pour beaucoup de femmes, en fait, c'était le besoin médical ou professionnel qui avait besoin au-delà d'avoir un médecin de famille. Alors, ils utilisent maintenant le système SIGACO pour essayer d'identifier les femmes pour les inviter lors de leur clinique de PAPTES. Et finalement, on a une pratique innovante à Sherbrooke où on prête des ressources professionnelles en soutien aux médecins de famille pour la prise en charge de patients orphelins selon leur intérêt. En fait, c'est pas bien dit, mais c'est pour chaque tranche de 30 patients dits vulnérables, un médecin ou une équipe de médecins peut choisir un professionnel de leur choix à raison d'une journée semaine. Alors, je vais vous inviter à écouter une seconde.
un médecin qui raconte, Dr Monjar, qui nous raconte de lui-même l'innovation. Là, il faut que vous me donnez 30 secondes. On voulait tenter d'être innovant. Pardon, je vais avoir de l'aide. OK, je le sais. Ça commence. Alors, je vous invite à écouter. Alors, André Monjar, médecin, je travaille à Sherbrooke depuis 37 ans, puis je suis coordonnateur du guichet d'accès depuis plus de 5 ans maintenant. Cette idée-là est venue il y a quelques années à partir du moment où il y a eu une allocation de budget pour supporter la première ligne. Le choix qui a été fait dans bien des territoires, c'est de supporter des initiatives. Excusez, il n'y avait pas de son. On recommence. Alors, André Monjar, médecin, je travaille à Sherbrooke depuis 37 ans, puis je suis coordonnateur du guichet d'accès depuis plus de 5 ans maintenant. Dans le fond, l'idée, c'était de maintenir d'excellents liens de collaboration entre les cliniques et les GMF du territoire, celui du CSS-UGS à Sherbrooke, puis de développer des liens qui permettent de développer des pratiques partagées, donc d'obtenir l'aide d'autres professionnels. Les conditions sont les suivantes. À partir du moment où on transfère 30 patients vulnérables du guichet d'accès, on a la possibilité d'obtenir une journée professionnelle toute l'année durant, professionnelle au choix de la clinique concernée. Cette idée-là est venue il y a quelques années à partir du moment où il y a eu une allocation de budget pour supporter la première ligne. Le choix qui a été fait dans bien des territoires, c'est de supporter des initiatives comme la clinique des jeunes. Mais on avait déjà ça à Sherbrooke. L'idée, c'était plutôt de demander aux médecins qu'est-ce qui pourrait les aider dans leur pratique, dans l'esprit d'une pratique partagée. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on s'est inscrit. On a rencontré les cliniques. Plusieurs médecins ou cliniques se sont montrés intéressés. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu conclure des ententes avec ces cliniques-là. Ces ententes qui sont toujours d'actualité actuellement, puisqu'on réussit à renouveler ces ententes-là d'année en année. Les cliniques qui n'étaient pas GMF se sont montrées très intéressées à avoir du support, surtout des infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, alors que les GMF ont fait des choix d'obtenir d'autres types de professionnels que le GMF ne leur fournissait pas, comme des orthophonistes, des nutritionnistes, des kinésiologues, des psychologues, des pharmaciens, etc. La résistance n'est pas venue des milieux. Au contraire, on n'a pas eu de difficulté, puis sur le territoire de Sherbrooke, la grande majorité des cliniques et des GMF participent à cet exercice-là, à ces ententes-là. Qu'est-ce que ça permet, cette entente-là? Ça permet très certainement, à partir du moment où on a de la difficulté à trouver des médecins ouverts à prendre des clients vulnérables, parce que déjà, ces gens-là sont très occupés, très surchargés, de proposer de l'aide, d'une part, mais en contrepartie, on voit des patients vulnérables qui sont pris en charge par des médecins de notre communauté. Dans les faits, ces ententes-là permettent à Sherbrooke approximativement de transférer 700, 750, 800 patients par année. Des patients vulnérables qui, autrement, auraient beaucoup de difficultés à trouver des médecins sur le territoire de Sherbrooke. Il y a plusieurs GACO qui m'ont déjà parlé, téléphoné, discuté avec moi de ce qu'on faisait à Sherbrooke. Je réalise quand même que pas une initiative de la sorte a été prise nulle part ailleurs actuellement. Alors c'est sûr que moi je trouve que c'est une initiative intéressante, qui a le mérite de développer, comme je le disais, des pratiques contemporaines avec du support d'autres professionnels. Puis ça élargit le spectre de types de professionnels, puis ça c'est très important pour les médecins compte tenu de la lourdeur et de toutes les différentes problématiques auxquelles on fait face. Moi je trouverais ça intéressant. Je pense que c'est une initiative intéressante, puis le problème, ça va être un problème de budget. À partir de quel budget on va, puis est-ce qu'on a des limites? Très certainement qu'on a d'énormes limites, mais très certainement que c'est une façon aussi de supporter concrètement, pratiquement, les médecins dans leur pratique quotidienne, puis de faire profiter des guichets dans la possibilité de transférer un plus grand nombre de patients vulnérables à ces cliniques ou médecins-là intéressés. Je
revenir sur mon ordi. Alors, en fait, peut-être juste pour finaliser, la capsule vidéo qui a été faite, Dr. Monjar, on a fait 5 capsules vidéo avec Nancy Lee. On a documenté les 5 pratiques innovantes que je vous ai expliquées dans la diapositive précédente. Alors, si jamais vous êtes intéressé à voir ces capsules vidéo puis les 4 autres, vous avez juste à communiquer avec nous. Ça va vous faire plaisir de les partager avec vous. Aujourd'hui, c'était un test de voir si on était capable d'intégrer des capsules vidéo. Alors, je vous invite à commenter ensuite si c'est une bonne stratégie. Et pour conclure, en fait, je trouvais ça intéressant de revenir sur le passé, le présent et le futur. On a vu avec le recul, ça fait 6 ans que les GACO ont été implantés, qu'il y a eu des changements suite aux règles de fonctionnement, aux incitatifs qui ont été mis en place. C'est correct? Oui? OK. Je ne sais pas si je peux. OK. Et que, dans le fond, avec les ressentiments des règlements, avec les quotas qui sont donnés au maximum 150 nouveaux patients, on a vu que ça a nécessairement eu un impact sur le volume de patients référés, mais ça l'a recentré davantage sur une meilleure équilibre entre des patients vulnérables et non vulnérables avec les nouveaux règlements. Et le futur, ben, tout reste à voir avec les premiers jours suite à la naissance des 6. Il va certainement avoir des réajustements pour les GACO, alors parce que beaucoup de GACO fusionnent au sein d'un 6. Alors, quel sera leur avenir, c'est à voir. Moi, je pense qu'avec 425 000 patients qui sont présentement inscrits dans les GACO, ils ne disparaîtront pas demain matin, mais il va falloir certainement, ils vont certainement changer dans leur nature, dans leur évolution. Alors, c'est à suivre. Et le projet de loi 20 qui plane, il y a clairement des impacts aussi. La prémisse étant que l'offre et la demande se changent, se transforment. Ce n'est plus les patients nécessairement qui cherchent des médecins de famille, mais bien les médecins qui vont chercher des patients. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir comment on peut s'assurer que les patients les plus vulnérables trouvent un médecin de famille. Actuellement, ce qu'on entend des gestionnaires et des gens qui travaillent dans les GACO, c'est que les personnes avec des multimorbidités, particulièrement ceux qui ont des problèmes de toxicomanie et de santé banale, c'est plus long des référés que d'autres clientèles. Alors, il y a clairement des réflexions à avoir à ce niveau-là. Et pour finir, en fait, nous, on a... OK. Nous, on a une subvention du FRSQ pour faire l'évaluation des GACO. Alors, vous comprendrez qu'on va s'ajuster dans notre modèle d'évaluation, mais l'idée, c'est de documenter des études de cas en profondeur, c'est quoi les rôles des professionnels, le rôle des coordonnateurs médicaux, pourquoi les médecins de famille acceptent des nouveaux patients. On a aussi un volet qui est tout de mesurer l'effet des GACO sur l'utilisation des services. Alors, on va analyser les données de la RAMQ. On a eu notre approbation de la Commission d'accès à l'information. Ça fait plus de 6 mois et pour des raisons administratives, les données de RAMQ tardent à venir, mais l'idée, c'est vraiment de regarder est-ce qu'il y a réellement une continuité relationnelle suite à une inscription via les GACO? Est-ce qu'il y avait c'est quoi l'utilisation des ressources précédemment, ces GACO-là, tout en contrôlant pour la lourdeur de la clientèle. Alors, ça me fera plaisir de partager ces résultats-là quand ils seront analysés dans le futur. Alors, merci. Et je pense qu'on revient à M. Pelletier. M. Pelletier? Ah! Ça va bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, effectivement. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent. Donc, pour la plupart, j'imagine que vous savez comment poser des questions. Vous avez bien retenu la leçon. Juste pour m'assurer que tout le monde a bien compris, il y a 2 façons de poser des questions. Premièrement, vous pouvez lever la main en cliquant sur l'icône « Lever la main » qui est à gauche de votre tableau de bord. On va ouvrir votre micro. Vous pouvez poser une question verbalement. Vous pouvez aussi poser une question par écrit dans la boîte de questions. Puis, je vais lire la question à Mme Breton qui pourra répondre. Donc, on va tout de suite commencer puisqu'il y a un très fort engouement. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a des GACO ailleurs au Canada? Et c'est quoi leur expérience? Excellente question. Ça tombe bien, j'ai une réponse. Ça commence bien. En fait, les problèmes de patients orphelins, c'est une problématique pan-canadienne. Il y a beaucoup
de provinces qui ont cette problématique-là. Au Québec, on est la province où que ce problème est le plus criant, mais les autres provinces partagent aussi cette problématique. Bon, il y a 4 provinces à ma connaissance qui ont mis en place une innovation qui se ressemble. Une qui est documentée jusqu'à maintenant, c'est Healthcare Connect, c'est en Ontario. Puis l'idée, eux, c'est au palier régional. Les patients peuvent s'inscrire soit par téléphone ou par Internet, puis il y a une évaluation suite à un questionnaire standardisé qui est fait par une compagnie privée qui leur demande des questions sur leur état de santé pour définir en 2 groupes de patients. Soit que c'est des patients, je veux dire, dits normaux, là, à défaut d'avoir un meilleur terme, ou sinon c'est des patients dits à besoins complexes. Et ensuite de ça, il y a un système de priorisation pour les lier selon, ils peuvent choisir, comme patient, ils ont le choix de dire est-ce qu'ils préfèrent un homme ou une femme, est-ce que c'est quoi la langue qu'ils préfèrent, jusqu'où combien de kilomètres sont prêts à se déplacer pour être liés à un médecin. Et il y a aussi la possibilité, eux, c'est des médecins ou des infirmières praticiennes. Alors, il y a l'Ontario qui ont mis en place une innovation comparable, puis il y a Harold Davidmar, un étudiant que je co-dirige, qui va faire son projet de doctorat sur l'évaluation de ces guichets centralisés en Ontario. Il y a aussi au Manitoba, là, ça s'appelle Family Physician Finder. Family Doctor Finder. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup pour l'instant, je commence à le documenter, mais ils ont mis en place un peu ce système de jumelage. Il y a au Nouveau-Brunswick, ça s'appelle New Brunswick Health Connect, qui ont mis aussi ce guichet centralisé. Et il y a aussi la Colombie-Britannique qui ont mis des projets pilotes pour, ça s'appelle GP4Me. Et ce programme-là, ils veulent l'étendre au niveau provincial. Alors, clairement, l'idée d'avoir une liste centralisée pour aider les patients orphelins à se trouver un médecin de famille est une innovation canadienne, en tout cas qui est très adoptée et populaire au Canada, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des pays européens où la problématique d'avoir un médecin de famille n'est pas aussi grande qu'ici. Mais on travaille à essayer de documenter ces autres guichets-là, alors on vous fera parvenir cette information-là quand on aura fait le travail. Excellent. Une prochaine question peut-être? Quels sont les critères de vulnérabilité? Oups, je l'ai perdu. Ah, pardon. Les questions rentrent tellement rapidement que... Quels sont les critères de vulnérabilité? Les patients vulnérables et super vulnérables. Et sommairement, quel est le lien entre les critères de vulnérabilité et les niveaux de priorisation P1 à P5 résultant de l'évaluation infirmière? C'est une bonne question parce que souvent c'est mélangeant aussi parce que les incitatifs financiers sont basés sur la présence ou l'absence d'un critère de vulnérabilité tel que défini par la RAMQ. Alors c'est des diagnostics médicaux. La liste, il y en a 19, mais de mémoire, santé mentale, diabète, troubles obstétriques chroniques, ils rentrent là-dedans, aussi âgés de plus de 70 ans. Mais c'est vraiment la liste classique de vulnérabilité définie par la RAMQ. Alors, tu as un statut vulnérable ou pas, ça ne prend pas en considération les indices socio-économiques, est-ce que tu es isolé, les classiques pour définir plus la vulnérabilité comme on l'entend. C'est vraiment une vulnérabilité médicale. Alors, l'incitatif est basé là-dessus. Mais l'idée, c'est de prioriser selon le niveau d'urgence. Puis là, cette fois-ci, c'est une évaluation qui est faite par l'infirmière qui peut varier selon le GACO où vous êtes. Par exemple, à Montréal, une femme qui est enceinte va être inscrite dans le GACO avec une priorité 2. Mais c'est un guideline qui est donné par les gens du regroupement à Montréal. Puis vraiment, la priorité 1, c'est vraiment un jugement clinique qui est défini selon l'urgence perçue. Et tu peux être, mettons, priorité 3 avec un critère de vulnérabilité ou sans critère de vulnérabilité selon les balises locales qu'on s'est données. Alors, puis c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que il y a deux systèmes d'évaluation de vulnérabilité et le système de priorisation. Un influence l'autre et les balises sont aussi interprétées au bien vouloir des balises qui sont données localement. Alors, parfois, ça peut être difficile, là, je les ai agrégées au provincial, mais on n'a pas nécessairement tous la même définition. Le ministère recommande P1, P2, P3, P4, P5 selon l'urgence perçue de l'évaluation de la professionnelle. Alors, P5, on dit, bon, mais il n'y a aucun temps de référence qui est proposé ou recommandé. Et P1, on dit en dedans de 3 mois, P1 en dedans de 30 jours,
P3 en dedans de 3 mois, mais vous comprendrez qu'il y a une certaine évaluation subjective. Est-ce que ça, j'espère que ça répond bien à cette question. Est-ce que j'ai oublié? Ah bon, puis pour les super vulnérables, en fait, là, c'est vraiment pour avoir l'incitatif financier, mais malheureusement, actuellement, cette information-là n'est pas colligée dans le système SICACO. Alors, je ne peux pas vous donner une idée de l'ampleur. On va pouvoir le savoir avec le données de la RAMQ parce qu'il y a un code de RAMQ qui est associé à ce code de facturation-là, mais pour l'instant, je ne sais pas, mais à ma connaissance, c'était beaucoup réservé pour des problèmes de multimorbidité, comorbidité comme la santé mentale et la toxicomanie, pour répondre à une problématique très pragmatique des patients qui avaient ces diagnostics-là qui restaient pris dans les GACO pour tenter de mettre un petit incitatif. Mais clairement, nos résultats ont montré que dans un système de rémunération majoritairement à l'acte, d'avoir un bonus ponctuel pour une clientèle lourde n'était pas un incitatif suffisant pour la prise en charge des patients complexes. Mais par contre, l'exemple à la Sherbrooke semble donner des résultats en disant, ben nous, on veut introduire d'autres professionnels dans les cliniques, puis on facilite, on supporte par l'aide de professionnels pour prendre des patients très vulnérables avec ces ententes-là qui sont négociées. Okay. Une autre question peut-être? Donc, une question par rapport à l'avenir des GACO. À quel moment vont-ils déterminer que les GACO ne sont plus nécessaires et de quelle façon vont-ils les démanteler? Ah, ben ça, j'aimerais bien être visionnaire, futuriste. En fait, idéalement, même dès sa conception, on pourrait dire que les GACO, c'est transitoire dans le temps que, tu dis un jour, quand j'aurai plus de patients orphelins, ben j'aurai plus besoin de GACO. En fait, tu as vu la prémisse en disant, ben là, puis le nombre de médecins de famille qui arrivent sur le marché augmente. Fait que, idéalement, les GACO devraient être transitoires jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de ce système centralisé puis que le marché naturel d'inscription s'autosuffit. Ça, c'est la vision à long terme. Mais temporairement, on a 425 000 patients qui sont orphelins, puis ça n'inclut pas des patients qui ne se sont jamais inscrits et qui en cherchent. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'avec l'avenir, avec les CIS et les CIUS, on ne peut pas faire abstraction de ces milliers de patients qui sont inscrits et sont dans le temps, puis il y en a voire même depuis 2-3 ans. Alors, je pense qu'il faut réfléchir à ce système-là. Aussi, on demande aux patients, de manière parallèle, on demande aux médecins de famille d'augmenter les quotas de patients suivis. Alors, c'est tout un jeu de marché. Il va falloir réfléchir comment imbriquer les GACO. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils disparaissent. Je pense qu'il faut que ça demeure une priorité, mais idéalement, il devrait avoir une sortie de 10-15 ans. Alors, okay. C'est de voir comment le marché évolue. Il y en a qui disent que les cohortes de médecine augmentent aussi. Il y a un enjeu toujours, bien que les cohortes de médecine augmentent. Au Québec, on a le plus grand nombre de médecins de famille par habitant, mais notre problème est toujours qu'ils font beaucoup plus de temps consacré à la deuxième ligne, moins de temps à la prise en charge. Puis ici, les GACO, c'est vraiment pour avoir une prise en charge. Puis là, c'est dur de ne pas faire des liens avec le projet de loi 20, parce que dans le fond, on introduit le taux d'assiduité, parce qu'on voit qu'ici, les GACO, on demande de jumeler des patients avec un médecin. Alors, on met beaucoup d'incitatifs sur l'inscription, mais rien ne garantit cette inscription d'avoir accès en temps opportun à ton médecin de famille. C'est bien d'être inscrit avec quelqu'un, mais il faut être capable aussi de pouvoir avoir des rencontres aux besoins. Alors, je pense que c'est un peu pourquoi maintenant le gouvernement propose des taux d'assiduité pour s'assurer qu'il y ait une possibilité, en tout cas, que de manière, les cliniques s'organisent pour essayer d'offrir un service en temps opportun et avec d'autres professionnels, mais là, ça élargit la question à la prise en charge ici. Les GACO misent essentiellement sur une prise en charge individuelle, médecin-patient. Moi, je pense qu'il faut élargir cette prise en charge à une équipe de professionnels et surtout une imputabilité collective basée sur une équipe multidisciplinaire en première ligne. Alors, peut-être que dans le modèle du futur, les GACO pourraient essayer de jumeler les patients orphelins à des cliniques médicales qui les prennent en charge, puis comment avoir quelques professionnels qui aient une continuité relationnelle. Alors, il y a tous des enjeux, des réflexions à avoir dans le futur. Oui, il faut avoir l'accessibilité. Comment on peut en même temps donner une accessibilité à temps opportun avec une continuité relationnelle? Est-ce qu'elle doit être entre deux professionnels, un professionnel et un patient, ou elle peut être en continuité organisationnelle, un patient et une clinique? Alors, je pense que ces idées qui évoluent dans cette direction-là, mais il faut voir aussi qu'est-ce que les patients expriment comme besoin. Il y en a beaucoup qui expriment le besoin d'avoir cette relation avec un professionnel spécifique versus une source habituelle de soins. Alors,
je pense que la recherche doit se poursuivre dans cette direction. D'accord. Une autre question? Est-ce que vous avez pensé regarder s'il y avait des variations à travers les différents groupes de patients dits vulnérables? Par exemple, est-ce que les patients souffrant de troubles mentaux ont la même expérience que d'autres groupes? En fait, on y a vraiment pensé, c'est un grand souhait d'être capable de faire des analyses plus fines selon les différents types de patients, notamment selon les différents types de vulnérabilité. On ne travaille pas avec le ministère de la Santé actuellement. En fait, on peut aller dans des analyses aussi loin que le système d'information qu'on utilise nous permet. Nous, on a la chance d'avoir des accès privilégiés à SIGACO. SIGACO au niveau régional, alors on a de l'information qui est agrégée, non nominatif, puis tout ce qu'on sait quand je le regarde au niveau agrégé non nominatif, je sais le patient est vulnérable ou pas. Je ne sais pas le nombre de cas de vulnérabilité, je ne sais pas son âge. Alors, c'est vraiment des limites très grandes pour pouvoir aller plus loin dans ces profils-là. Puis, j'ai eu beaucoup de discussions avec le ministère, sont ouverts, cette information au niveau local, elle est colligée. Alors, il reste juste à faire évoluer les systèmes pour pouvoir faire ces regroupements-là. Mais c'est certain que quand nous, on demande les données de la RAMQ dans nos analyses, c'est d'être capable de faire des groupes de comparaison puis de voir un peu, on n'aura pas les patients en attente, mais tous les patients qui sont référés, c'est quoi les profils distinctifs d'utilisation selon des regroupements de profils de patients, selon, on pensait faire basé sur l'indice de Charlson pour pouvoir vraiment identifier la lourdeur des patients. Les patients en santé n'ont pas nécessairement besoin d'avoir cette utilisation aussi fréquente puis voir est-ce qu'il y a eu un impact sur l'utilisation de ressources, notamment au niveau de l'urgence, qui est une question qui est souvent posée, et peut-être noter que le projet de recherche que j'ai reçu est financé par le programme sur les urgences et les continuums de soins. Alors, c'est aussi une question très précise de pouvoir évaluer s'il y a eu un impact sur l'utilisation des urgences suite au GACO. Mm-hmm. Une autre question? Les incitatifs financiers sont probablement le facteur le plus favorable à l'inscription des patients vulnérables au GACO. Dans le cas où le projet de loi 20 entre en vigueur, qui met fin aux incitatifs financiers, y aura-t-il d'autres conditions, facteurs possibles, à mettre en place pour favoriser le maintien d'inscription des patients au GACO? Bon, ça, c'est une excellente question parce que, tu sais, les données, malheureusement, les données montrent clairement que les incitatifs financiers ont un effet majeur sur l'inscription des patients via le GACO. Mais moi, je suis convaincue que c'est plus nécessairement les incitatifs financiers qu'il faut aller de l'avant pour l'incitatif financier ponctuel pour répondre à une prise en charge de patients complexes, mais vraiment un support d'ajout de professionnels, mais vraiment, c'est ça pour aider cette prise en charge-là parce que c'est pas un court bonus financier sur une journée qui va faciliter la prise en charge sur un continuum de temps avec ces patients-là. Alors moi, je miserais comme, notamment, j'aime bien le cas de Sherbrooke, de voir comment on peut supporter cette prise en charge de patients complexes, puis la réponse se trouve probablement dans une pratique partagée avec des professionnels, par exemple des psychologues, des travailleurs sociaux pour faciliter cette prise en charge-là. Fait que je miserais vraiment dans ces orientations-là que seulement des incitatifs financiers. Puis la plupart des médecins, même quand on leur parle, qu'on leur demande cette question précise, ils disent, écoutez, moi, je ne sais plus les incitatifs financiers, je gagne très bien ma vie, mais si vous voulez que j'en prenne davantage, aidez-moi dans cette prise en charge-là. Particulièrement, le cas de la santé mentale, je pense que c'est un bon exemple. De l'extérieur, on pourrait dire, voyons, comment ça, ils ne prennent pas de gens de santé mentale, mais c'est au-delà de ça, c'est la capacité à pouvoir les prendre en charge. Il y en a beaucoup qui me disent, ben, moi, je me sens isolée, démunie, j'ai cette clientèle-là, j'ai pas accès à des psychiatres, j'ai pas accès à une équipe de professionnels pour m'aider à bien prendre, alors je me sens pas nécessairement habilitée pour lui donner le meilleur service de qualité. Alors, pour moi, si on veut faciliter leur prise en charge, ben, mettons les instruments et les ressources pour les appuyer dans cette prise en charge-là. D'accord. Ça serait ma réponse. Nous avons peut-être le temps pour une petite dernière question rapide, si vous me le permettez. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas opté, dès le départ, pour un GACO centralisé, hautement publicisé? Les patients âgés et défavorisés, non branchés, semblent défavorisés pour avoir accès au GACO. A-t-on pensé à eux? En fait, c'est une bonne question. Moi, j'étais là dès le départ dans ces réflexions-là, puis il y avait deux courants de pensée. Il y avait un moment, il ne faut vraiment pas le publiciser, on l'annonce nulle part, puis les gens qui s'inscriront, ça sera peut-être via même des professionnels, parce qu'il n'y avait pas la capacité d'offrir le service.
Alors, il y en a beaucoup qui disent, on a beau publiciser, on va nous gérer des listes d'attente, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, ça, c'était de 1. Puis même que je pourrais dire qu'il y avait peut-être un tiers des GACO au départ qui n'acceptaient pas une inscription des patients eux-mêmes. Tu pouvais juste avoir une inscription si c'était une référence d'un professionnel. Étant donné qu'ils se disaient, ben écoute, on ne répond même pas aux demandes qui viennent des professionnels, on n'ouvrira pas à la population, c'est pas vrai qu'on va faire de la publicité. Une autre ligne de pensée, par contre, il y avait des médecins qui disaient, ben, pour faire avancer les choses, on négocie toujours aussi bien d'avoir une longue liste d'attente, comme en chirurgie. Si on a une longue liste d'attente, ben, on va finir par avoir des ressources adéquates pour nous aider. Alors, il y avait 2 courants de pensée par rapport à ça. Pourquoi ça n'a pas été centralisé? Ça, c'est une très bonne question. Pour l'inscription, mais je vous dirais, dans la gestion puis dans la négociation, moi, je pense qu'il faut que ça soit au niveau local ou du moins régional, potentiellement avec les CIS, parce que ça prend vraiment cette négociation-là, cette collaboration-là avec les médecins pour vraiment que ça soit adapté à leur contexte de pratique. Alors, moi, je suis pour une inscription centrale comme en Ontario, sur un téléphone ou Internet, pour juste l'inscription quand ça vient du patient, pour avoir le même numéro commun provincial, mais je pense que cette gestion devrait être réorganisée dans les CIS ou idéalement dans les C3S qui n'existent plus, mais du moins à l'échelle des CIS, parce que il faut avoir cette connaissance de la pratique, puis cette relation, puis ces rencontres via les DRMJ ou les cliniques médicales pour pouvoir, pas négocier, mais faciliter, voir comment on peut les aider pour la prise en charge. D'accord. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour les questions. Je voulais, en terminant, juste vous rappeler que nous allons avoir notre prochain webinaire qui va être le 27 juin. Nous sautons le mois de mai parce que nous avons la journée scientifique le 22 mai. Donc, le prochain webinaire sera le 27 juin de midi à 13 h et le conférencier est à déterminer. Donc, s'il y a des gens dans l'auditoire qui ont des bonnes idées de présentateurs potentiels, s'il vous plaît, nous les communiquer. Et dernier petit rappel, vendredi le 22 mai 2015, il y a la journée scientifique du réseau 1. Nous avons une accréditation CME pour dégager le temps des cliniciens. Notre programme préliminaire est tel que suit. Nous allons avoir une conférence plénière traitant des patients partenaires. Nous allons avoir un marché d'innovation dans lequel nous allons faire un recensement des innovations en première ligne au Québec. Nous allons avoir des ateliers pour les cliniciens, les chercheurs, ainsi que pour la gestion de projet. Et une table ronde sur l'état des DME au Québec et des implications des dossiers médicaux électroniques pour la recherche et la pratique clinique. Donc, en souhaitant vous y voir en grand nombre. Alors, ceci met fin officiellement à notre conférence pour aujourd'hui. Un dernier petit rappel que la conférence sera disponible sur notre site web sous peu. Et, bien sûr, je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup.